Bonsoir, ça y est, les grandes vacances viennent de commencer. C'est une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juillet, comme au mois d'août, on a tous l'esprit beaucoup plus léger. Ce soir, justement, nous avons décidé de coller à l'humeur du moment puisque nous allons parler de la fête. La fête, c'est-à-dire de ceux qui la font, bien entendu, mais surtout aussi de ceux qui en vivent. Il faut dire que l'été, c'est la période de l'année où l'on sort le plus, que ce soit pour boire l'apéro en terrasse après le bureau, dîner dehors, ou voire éventuellement se lâcher jusqu'au bout de la nuit. Et en ce moment, les occasions de faire la fête ne manquent pas. La Coupe du Monde, bien entendu, avec cette formidable victoire des Bleus sur le Brésil hier soir, mais aussi les festivals qui ont lieu dans toute la France, sans oublier les gros concerts événements comme celui de Madonna ou des Rolling Stones. Alors, quelles nouvelles attractions vous attendent cet été ? Qui en coulisses tire les ficelles du business de la fête ? Et puis, jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour en profiter ? Sommaire. Hey. Oh. Trop occupé à revendre des tickets d'entrée à la sauvette, il n'a pas vu venir les policiers. Mettez-moi dans le Concert de stars, match de foot, la revente de billets au marché noir est devenue une mine d'or pour des petits trafiquants. Donc en valeur de revente 1 500 €, valeur d'achat 800 €, pratiquement la culbute x2. Qui sont ces revendeurs hors la loi ? Que risquez-vous à leur acheter des billets ? Tous les week-ends, c'est le même ballet nocturne. 10 000 jeunes Français passent en Belgique pour faire la fête dans des boîtes qui ressemblent à des salles de concert. Les clubbeurs en ont plein les yeux. Je me suis dit, les Belges, ils sont 10 ans en avance sur nous, quoi. Pour attirer les Français, soda alcoolisé alors qu'ils sont interdits dans les boîtes de l'Hexagone et Digistar payé jusqu'à 12 000 € les 2 heures. Jusqu'où ira la guerre sans merci que livrent les boîtes de nuit belges à leurs concurrentes françaises. Si vous aimez la fête et la joie, venez nous... Voici le Cirque Pinder, un des plus grands d'Europe. Côté pile, parade dans la ville et place gratuite pour attirer le chaland. Alors profitez-en, distribution de places gratuites à la vente. Mais côté face, il y a un truc. Exactement ça, c'est pas... C'est distribution de 3e place. Ah oui, mais tout à l'heure. Il faudra donc que vous achetiez les 2 premières. Côté pile, place au rêve et à l'exploit. Mais côté face, pour la vie de tous les jours, c'est moins reluisant. Enquête dans les coulisses du Cirque Pinder. C'est une histoire à peine croyable. Celle d'un cabaret en pleine campagne à Goriaguet, en Gironde. Il est devenu l'un des plus prospères de France. Le plus dur, attirer les danseuses dans ce village de 500 habitants. Mais attirer des danseuses à Goriaguet, c'est facile. Non, c'est pas trop facile. C'est pas facile. Aux manettes, les Duvollet, une famille qui fait tout elle-même, des décors aux costumes. Quels sont les secrets de cette étonnante réussite ? Officiellement, tout est complet. Si vous cherchez des places pour la finale de la Coupe du Monde dimanche prochain en Allemagne, ou si vous voulez des places pour le concert de Madonna à Bercy fin août, il n'y a plus rien de disponible, et ce, depuis pratiquement 1 an. Le seul moyen de pouvoir décrocher une place, eh bien, c'est le marché noir. Le marché noir, c'est-à-dire un circuit parallèle où les prix peuvent atteindre des records. Pour vous donner une idée, lors de la finale du championnat d'Europe de football au Stade de France, il y a 1 mois et demi, des billets se sont vendus jusqu'à 3 500 € pièce au marché noir. Vous allez maintenant découvrir comment ce marché fonctionne de l'intérieur et de quelle façon des petits malins en font un business à part entière. Enquête et révélation de Jérôme Dindar. Paris, gare de l'Est. Nous sommes le 17 juin dernier. La date est exceptionnelle pour Émilie, 20 ans, sa mère et ses 2 amis. Elles ont quitté Vesoul au petit matin pour rencontrer leur chanteur préféré. Pour ses fans, c'est un grand jour. Qu'est-ce qu'il chante déjà ? Ne regrette. Vous chantez avec moi. Après, Ça fait longtemps que vous y pensez ? Ah oui, 8 mois. Ça fait 8 mois qu'on a pris nos tickets. Donc on attend que ça depuis 8 mois. Et là, c'est le jour J ? Ouais. Elles sont un peu émues car celui qui les attend n'est pas n'importe qui. C'est l'une des plus grandes stars du moment. Il s'appelle Robbie Williams.
Il est à Paris à l'occasion de sa tournée mondiale. À 32 ans, ce Britannique au physique de Playboy, un peu déluré, a déjà vendu 35 millions d'albums. Mais ses fans retiennent surtout ses concerts. Car ils sont toujours grandioses. Même quand il joue dans des salles immenses, pour y assister, il faut très souvent s'y prendre des mois à l'avance. À Paris, la pop star a vu les choses en grand. Elle se produira devant Émilie et ses amis dans un stade de football, au Parc des Princes. Il est midi. Le reste des fans attend déjà depuis des heures en plein soleil. Roby, tu déchires! Roby, on t'aime! Les plus accros ont même passé la nuit ici. Ils n'auraient raté ça pour rien au monde, quitte parfois à casser leur tirelire pour voir leur idole. Vous les avez payés combien vos places? 50 €, 50. C'est cher ou c'est pas... Ouais, si, c'est cher. 50 €, c'est le premier prix. Pas le grand luxe, ils passeront les 2 heures de concert debout, entassés sur la pelouse. Malgré ces tarifs, le stade, avec ses 45 000 places, affiche complet depuis novembre dernier. Alors évidemment, à l'ouverture, les fans sont un peu fébriles. Ceux-là seront les premiers à quelques mètres de la scène. Mais tout le monde n'aura pas ce privilège. Et c'est chacun pour soi. Très vite, la tension monte et ça dégénère. Roby, je l'aime, mais franchement, là, faire ça pour lui, j'espère qu'il le reconnaît, ça, parce que on s'est fait écraser, c'était horrible, quoi. Il nous frappe, mais bon, Roby, je t'aime. Plus de peur que de mal. À nouveau, ce soir, la star joue à guichet fermé. Sa tournée fait un carton et bat même des records. Tous les tickets se sont arrachés en une seule journée. Mais pour les retardataires, il reste encore une dernière chance. Acheter des places à la sauvette, c'est ce qu'on appelle le marché noir. Tout près, on peut observer un drôle de manège. C'est combien? Bonjour, vous avez des tickets? De quoi comme ticket? Ces vendeurs à la sauvette organisent un trafic de billets. Ces rois de la combine n'aiment pas la publicité. Ils sont là pour faire du profit sur le dos des fans. Comme cet homme en orange. Mais vous aussi vous cherchez des places là? Ouais, et toi tu cherches? Ouais, je cherche des places. Ouais. T'en veux combien? Pas évident. Combien j'en veux? Bah t'as des places? Ouais, pour peut-être 2, peut-être plus. T'en as beaucoup ou... Ouais, comment tu les vends tes places? C'est ça le truc l'intérêt. Ouais, je les vends 70. 70 la place? C'est un peu cher quand même. C'est marqué 50 sur le billet. Très fréquente, cette activité est pourtant illégale. La loi est inscrite au dos de chaque billet. On peut y lire qu'il est interdit de vendre un billet à un prix supérieur à la valeur faciale. Alors, qui sont ces hors-la-loi? Combien gagnent-ils? Et surtout, ces billets vendus sous le manteau, sont-ils vrais? Officiellement, seules les billetteries agréées par le producteur ont le droit de distribuer des billets. Un commerce très surveillé. Chaque unité est imprimée à la commande. Cela évite les stocks et donc les risques de vol. Pour limiter les contrefaçons, ces billets sont sécurisés. Et d'abord, le billet physique est un billet qui est imprimé sur un papier spécial qu'on appelle papier thermique, avec la particularité notamment quand vous le rayez de faire une marque noire. L'intérêt pour le contrôle, vous ne pouvez, si vous faites une photocopie couleur par exemple sur un papier normal, si je fais ce simple contrôle, je vois que c'est un faux billet. Je le vois également au toucher du papier. Il y a d'autres sécurités comme par exemple l'hologramme. Là, vous aurez du mal à le falsifier. Et puis encore d'autres sécurités, évidemment que je ne dévoilerai pas, mais qui sont cachées au sein du billet, comme un billet de banque. Ce qui fait que quand vous passez avec une lampe UV, vous voyez une certaine couleur le billet. Si c'est un faux billet, il ne fera pas cette couleur. Très dur à falsifier,
Ces petits sésames sont surtout la proie des trafiquants qui espèrent les revendre avec des marges très juteuses. Sur les grands événements comme un concert de Johnny Hallyday, Madonna ou encore U2, c'est l'inflation. Au marché noir, les prix peuvent être multipliés par 10. Et pour les connaître, pas besoin d'aller bien loin, il suffit de pianoter sur Internet. Sur les sites de vente aux enchères, on croit rêver. Un vrai supermarché. Ici, des billets pour Roland Garros. Là, pour la Coupe du Monde de football. Les tarifs donnent le vertige. Cette place en finale se revend 15 000 € au lieu de 600. En échange, le vendeur promet un trajet en jet privé. Autre exemple, un concert de Madonna. À 450 € les 2 places. 3 fois le prix. Cette pratique est bien sûr illégale sur le net. Les sites se contentent de rappeler la loi. Bref, rien de méchant. Au pire, si un revendeur est pris sur le fait, il risque simplement d'être déconnecté. Mais récemment, cette folie a failli tourner au drame. Finale européenne en mai dernier au Stade de France. Ce jour-là, Arsenal rencontre Barcelone. Le billet se négocie plus de 3 500 € au marché noir. C'est 30 fois plus que le prix d'origine. Alors avec de telles sommes, certains sont prêts à tout pour en profiter. Et à la mairie de Saint-Denis, on s'en souvient encore. L'hôtel de ville à 2 pas du stade avait reçu 150 billets en guise d'invitation. En pleine nuit, 2 jours avant le match, c'est le choc. 2 hommes armés pénètrent à l'intérieur et menacent des élus. Je me suis retrouvé avec le pistolet à 10 cm de la tête. Ils demandaient où étaient les places, qui avait les places, voilà, toujours le même discours. Heureusement, aucune victime. Les malfaiteurs se sont enfuis les mains vides. Ce braquage est une première. Pourtant, pas besoin de se compliquer la tête pour mettre la main sur ces billets en or. Aux abords des stades ou à la sortie des concerts, vous avez sans doute remarqué ces hommes avec une pancarte où l'on peut lire « Cherche billet ». Ceux qu'ils sollicitent ne sont jamais très loin. Au Parc des Princes, ce sont ces spectateurs qui lèvent leurs tickets en l'air, car malgré eux, au dernier moment, ils ne savent plus quoi en faire. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez? Eh bien, une place. Vous vendez une place? On peut pas vendre des places, c'est ça? Ça dépend, vous la vendez combien? Vous en voulez une? Le prix. Vous la vendez combien? C'est combien le prix? Combien tu as payé? 80 €. Et vous la vendez combien? 81. On le vend. 80. Prix coûtant. Prix coûtant. I'm from Holland. Prix coûtant, là rien d'illégal. Pourquoi je suis en train de vendre? Parce que nous avons 3 tickets et nous ne sommes que 2. Notre ami n'a pas pu venir. Ces billets vont en fait alimenter le marché noir. Voici comment. Il y a des gens qui nous harcèlent pour nous l'acheter 20 €. Et c'est qui ces gens-là? Faut ouvrir les yeux. Ils sont pas loin. Ouais, c'est-à-dire là. Elle est gênée. Le revendeur est juste à côté. Ceci est la première source d'approvisionnement. D'après notre enquête, elle n'est utilisée que par des amateurs. Les vrais pros sont plus efficaces. Paris porte-maillot. Un vendeur nous a donné rendez-vous. Il s'appelle Arnaud. Cet homme de 31 ans a accepté de nous dévoiler les ficelles de ce marché parallèle. Ce jour-là, il est sur une grosse affaire. Vous avez 10 places précisément même de George Michael pour le concert d'octobre. Donc en valeur de revente 1 500 €, valeur d'achat 800 €. Pratiquement la culbute x2. Voilà. C'est une belle vente? C'est une super belle vente puisque c'est une seule personne qui se déplace pour 10 places. Donc c'est très bien. Bonjour. On peut pas rester garé longtemps. Non, pour 30 secondes. Alors voilà. Nous filmons la scène en caméra discrète. Porte 2G, porte 2G. C'est un accès direct ou pas? Il y a une... En pleine rue, les acheteurs vérifient la marchandise avec minutie. Mais ils ne vont pas mégoter trop longtemps. D'accord, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Voilà. Ok, c'est bon. Ça roule? La scène va durer à peine 1 minute. Non, ça marche comment? Vous êtes au milieu des gradins là. Au milieu? Ouais, il y a 24 ans. Le tour est joué. Ni vu ni connu, ce jour-là, il a empoché 700 € de bénéfices net d'impôts. Merci pour votre confiance en tout cas. Et à bientôt. Bon concert. Au revoir. Au revoir.
Quel est le risque en fait pour vous quand vous faites ces ventes-là? Le risque est minime. Je ne vends pas de la drogue, j'ai pas d'armes dans la poche, j'ai pas beaucoup d'argent non plus sur moi. J'ai quelques places de concert, ça s'arrête là. Mais vous pouvez vous faire arrêter. Ouais, voilà, contrôle de police, comme vous pouvez vous faire arrêter dans la rue, on va vous demander vos papiers et ça va s'arrêter là. Maintenant, je prends les risques, hein. Je joue, si je perds, j'assumerai. Selon le code pénal, la vente à la sauvette, une infraction et un délit. En cas un risque, une simple amende, montant maximum 700 €. La très chic avenue des Champs-Élysées. C'est ici que vit Arnaud, dans les beaux quartiers. Dans la vie, il est commercial et ne manque de rien. Salaire mensuel 5 000 €. La revente, c'est juste un extra. Mais elle lui rapporte beaucoup plus. J'ai du concert d'Indochine, et du Pearl Jam, une bonne quarantaine aussi. Du Bruel, très recherché, Patrick Bruel, donc quasi complet aussi dans les meilleures catégories. Il me reste quelques places, comme vous pouvez le voir. Vous en avez vendu combien? Ouais, j'en ai vendu une bonne quinzaine déjà, donc j'aurais pas de difficulté à vendre celle qui me reste. Ouais, j'ai du Polnareff. Et t'en as combien? J'en ai une bonne quarantaine. Et ça va être vendu combien? Ça va être vendu pour la place à 140 €, une centaine d'euros de plus, 240 €. En quelques mois, il a déjà acheté 200 places. Pour lui, tout a commencé par hasard. C'était le concert de Mylène Farmer. Et devant le concert, il y avait beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs de places. Donc je me suis dit, il y a un marché, il y a une offre, il y a une demande. Pourquoi pas s'y mettre? Et puis Arnaud a fait une découverte qui a tout changé. Il achète régulièrement ses places sur Internet comme un simple client. C'est mon bureau. Donc vous avez donc la fiche de l'artiste. Seulement voilà, sur ces billetteries, il existe des quotas par commande. Si on veut réserver des places, il suffit de mettre la quantité voulue. On peut aller jusqu'à 20, c'est bloqué volontairement à 20. J'imagine pour éviter la revente de places et en tout cas la billetterie parallèle. Donc on peut mettre jusqu'à 20. Mais il a trouvé la faille. Grâce à une astuce qu'il a voulu garder secrète, il a réussi à contourner le système. Le manager a choisi 20, on peut en rechoisir 20. Et là, donc on a, dans notre panier, en fait, si on regarde bien là-haut, on a bien 40 places choisies. Ouais. On continue. On peut réserver effectivement jusqu'à 300 places aussi. En moyenne, il achète entre 40 et 60 places par concert. Il ne lui reste plus qu'à les revendre sur les sites spécialisés. Grosso modo, quand on investit 50 €, on peut gagner jusqu'à 150 € de bénéfices. Et là, avec tous ces billets, combien? Voilà, disons qu'il y a 15 000 € de place en achat. J'imagine que je vais ressortir à peu près en bénéfice net dans la poche à peu près 20 000 €. En combien de temps? Ça, c'est un travail de 2 mois. 10 000 € net par mois, une somme énorme mais pas inhabituelle dans ce type de commerce. Alors évidemment, cela commence à énerver. Parmi les producteurs français, voici Jackie Lombard. Elle a produit les plus grands en France. Là, vous écoutez quoi là en ce moment? Rien. Si. J'ai écouté hier le nouveau George Michael. Et vous l'avez là? Je l'ai, mais je peux pas le faire écouter parce qu'il est pas encore sorti. On peut juste voir le disque? Oui. Le prochain concert de George Michael à Paris, c'est elle qui s'en occupe. Elle travaille ici, chez elle, dans ce grand appartement. Là, c'est mon jardin secret. Alors, faites pas attention au désordre. Ses collègues de travail s'appellent Madonna, les Rolling Stones ou encore Michael Jackson. Et ça, c'est le petit bébé, le tout dernier qui va sortir. Voilà, et qui va venir donc en concert bientôt. Et je fais pas de pub, c'est déjà complet. Son job, organiser leurs concerts en France. Sur celui de Madonna, prévu fin août, tout est archi plein. Il ne reste plus que le marché noir sur Internet et les prix ont triplé. Oui, là, il en a 14, celui-là. Ça prouve qu'il en avait acheté un paquet. Donc, il y en a un qui a 36, là. À 366 € la place. 36 places. Il lui reste 36, là. Ils sont 36. Donc, et les enchères montent, là, maintenant. Ça vous sidère, ces prix-là? C'est aberrant, parce que c'est ce qui encourage, en fait, les artistes, très souvent, à augmenter finalement leur prix. Et qui est-ce qui incite à ça? C'est le marché noir. Ils viennent acheter des paquets de billets et je préfère m'en passer, moi, de cela. Franchement... Vous voulez dire qu'à cause du marché noir, peut-être dans l'avenir, les prix des concerts vont augmenter? Oui.
Ils vont augmenter parce que l'artiste voit qu'on les a vendus en 2 minutes. Elle s'est dit c'était pas assez cher, il fallait les mettre plus cher. Elle me dit, tu vois, t'avais pas raison, même à ce prix-là, ils les achètent. Le risque, c'est d'écœurer une partie du public. Et pourtant, contre le phénomène, les producteurs sont presque désarmés. Je vais à la caisse. Nous faisons une émission sur le marché noir. Et c'est où la caisse? C'est là. Jean-Claude Camus est un vieux routier. Nous l'avions filmé il y a 3 ans. Ce jour-là, il produit Johnny Hallyday avec Yannick Noah en première partie. Quand je vous dis que je suis pas un homme d'argent, vous ne me croirez jamais. Je sais même pas où est la caisse. Imaginez. Parfois, le jour même du concert, Jean-Claude Camus, comme d'autres, met en place une parade très simple. Allô, Lintienne, on met les places en vente à quelle heure au guichet? À 14. C'est déjà en vente alors. Merci. Au revoir. Alors, on a mis en vente des places dans toutes les FNAC ce matin. Et on en garde 250 ou 300 à l'entrée tout à l'heure pour essayer de casser cette pratique mais honteuse de marché noir, de pauvres gens qui arrivent, qui n'ont pas eu le temps d'acheter et qui achètent les places 5 fois, voire 10 fois plus cher que le prix normal. Ces billetteries de dernière minute sont souvent efficaces. C'est bien qu'ils gardent des places comme ça à la fin. Ça évite justement d'acheter des places au marché noir, je pense. Mais bon, après tout le monde va le savoir aussi à force. Mais ces guichets restent rares car leurs ventes sont toujours aléatoires. À part ça, les vendeurs à la sauvette ont de beaux jours devant eux. Sauf à un seul endroit et une seule fois par an. Cela se passe porte d'Auteuil, à Paris. Voici les internationaux de Roland-Garros. 15 jours de compétition, plus de 400 000 billets distribués. C'est l'une des plus grosses plaques tournantes du trafic. Tout se passe sur cette avenue très passante, le long du stade. Les revendeurs y pullulent, les échanges sont discrets. Dans ces préfabriqués, une brigade spéciale de policiers est chargée de la lutte contre les revendeurs. Et les confrontations sont parfois houleuses. On baladait pas en allant vendre des places avec autant d'argent. Qui vend des places? Mais c'est qui vend des places? Même je traîne avec 1 million de francs, c'est mon droit là en France. J'ai le droit de traîner avec d'argent et mettre place. Vous avez rien à dire. Un justificatif comme quoi cet argent ne provient pas de la vente à la sauvette et à ce moment-là, il vous sera restitué, monsieur, sans aucun problème. Je vous les ramène quand? Voilà, ils vont à la poubelle, monsieur. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous plaignez au tribunal. Bien sûr, je suis très mal. Voilà. Malgré tout, les tensions restent rares. Nous accompagnons une équipe en civil. Ce qu'ils cherchent, c'est le flagrant délit. Alors ils sont aux aguets. Seul problème, les chefs de bande. Constate, c'est le petit à casquette sur les passages cloutés, en blond, t-shirt blond et casquette bleue. D'accord. Donc lui, Ces caïds n'ont rien sur eux, ni billets, ni argent. Ils surveillent les échanges à distance. Les policiers les connaissent mais ne peuvent rien faire. les affaires marchent bien. Écoutez bien cette conversation incroyable entre ce policier et ce revendeur. Ça a démarré chaud ou quoi, les ventes? Non, en plus, on vous a pas vu là, c'est les 2 premiers jours. Ouais, non, on reprend. C'est nous, on est dans la merde. Vous partez avant Roland-Garros? Avant la fin de Roland-Garros? Je pars mercredi ou jeudi, mais tout dépendra de ce que bien comme finale. Ouais, c'est une belle finale, je resterai parce que... Les étrangers comme d'hab, c'est ce qui est souhaité. Nadal, Federer. Les places en or. Combien à peu près? Ça va à 500 €, c'est Nadal Federer. Bon, là, vous avez vu la star de la vente à la sauvette. C'est la star de la vente à la sauvette, lui. Exactement. Et vous le connaissez bien? Ah, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans? Ouais, lui, on le fera pas parce que lui, il vend pas, mais il a dit qu'il n'a pas de vendeur à lui, mais il en a une cinquantaine à lui. C'est une tête de réseau? Tout à fait, ouais. Soudain, juste devant lui, un policier a surpris un échange suspect. Exactement. Hey! Oh! Non, c'est bon, c'est bon. L'argent dans le dos. L'argent dans la En cause, ce jeune homme. Tu trop belle, là? Là, je mets tes mains dans le dos. Elle m'a fait peur. Mets tes mains dans le dos. Non, je crois pas. À chaud, ce policier va tout de suite tenter d'obtenir des aveux. L'argent, il est où? Là? Ouais, mais ça c'est... Là ou là?
L'argent que tu viens de toucher. Ouais, mais non. L'argent que tu viens de toucher, il est où? Ici, mais c'est de l'argent que j'ai retiré aussi. Combien tu as touché là? Là, j'ai touché 60 euros. 60 euros. 60 euros, ouais. Son collègue a mis la main sur les places et a rattrapé son client, ce japonais en rouge. Non, ça m'étonnerait. Combien? T'as combien 60, là? il a dit. 60 Les 3? Ouais, 60. et 60 les 3. Tu vends à perte? Bien sûr, je vais en perdre. Le jeune homme prétend ne pas faire de bénéfice en vendant ses places 20 euros Je pièce. suis un vendeur, je lui ai vendu. La place, je l'ai payé combien? Je l'ai racheté ce matin, je les ai achetés à 20 euros. Et comme j'en ai. À 20 euros. Voilà, parce que j'en perds. Selon le client, tout est faux. C'est plus du double. Je me suis ramassé 2 places. 45, 45, 45. D'accord. Vous venez avec nous? Tout le monde va partir au poste. Il a payé 45 Je les ai pas payés. Le menottage, c'est simplement pour qu'il ne court pas. Hein. Parce que bon, il n'est pas dangereux, mais bon. Sinon, on n'en finira pas de courir. Et vous les menotez à chaque fois? Là, vu la réaction qu'il a eue, vaut mieux, quoi. Ici, les policiers suivent une procédure très stricte. Ils lui confisquent 180 euros en liquide et toutes ses places. Alors, ça, ce sont les places que vous avez vendues, d'accord? Les 3 là. Et ça, ce sont celles que vous aviez sur vous. Ouais. D'accord. Un procès verbal est établi. L'homme a reconnu les faits. Vous signez les 4 exemplaires ici, vous relisez, vous avez les 3 billets que vous proposiez à la vente, la somme qui a été saisie. Voilà. Il sera convoqué plus tard au tribunal de police. C'est comme s'il avait grillé un feu rouge. Absolument, c'est pareil, sauf qu'on ne met pas de timbre-amende à monsieur, on n'a pas de carnet de timbre-amende prévu pour les sauvettes, donc on fait un procès verbal qui est envoyé au tribunal, mais c'est exactement la même chose. Puis les billets sont scannés, leurs références seront envoyées à la Fédération française de tennis. Ensuite, je les enregistre. Le jeune homme repart libre 15 minutes plus tard. Et pas franchement inquiet. Ils m'ont surpris, ils ont eu. Voilà, c'était un coup de bol pour eux. Et moi, je les ai pas vus qu'ils me suivaient de loin. Et voilà. Tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de refaire un peu de bénéfice. Histoire de récupérer un peu. Pas être malheureux. Il est même pressé de repartir sur le terrain. Il sait que s'il a de la chance, il peut se renflouer en un seul jour. Si d'aventure vous passez par eux, méfiez-vous. Votre billet peut être confisqué. Mais surtout en cas d'annulation, inutile d'espérer être remboursé. Alors on l'a vu dans le reportage, les billets revendus au noir peuvent atteindre des sommets, mais même au prix normal, ils sont souvent très chers. Alors qu'est-ce qui fait vraiment le prix d'un spectacle? Pourquoi vos places coûtent-elles de plus en plus cher? Pierre-Yves Denisot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur, vous organisez aussi des concerts, comme notamment la tournée du groupe Indochine, de Pascal Obispo ou encore de Amel Bent. Alors on a vu dans le reportage de Jérôme Dindar que le marché noir se développe beaucoup. En même temps, pour les artistes, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'ils sont très désirés, non? Oui, c'est une vue de l'extérieur. C'est-à-dire de l'intérieur. De l'intérieur, je pense que l'artiste n'apprécie pas forcément que ses fans payent les billets 4 ou 5 fois plus cher que le prix qu'il a décidé. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité entre certains fans qui vont payer le prix normal et d'autres qui vont payer beaucoup plus cher. Exactement. Mais alors, comment d'une certaine façon lutter contre le marché noir? On a vu dans le reportage Jean-Claude Camus qui, lui, a toujours en réserve un quota de place qu'il vend le jour du concert dans le stade ou dans la salle. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon moyen pour lutter contre le marché noir? C'est un très bon moyen que Jean-Claude a mis en place, ouais. Moi, je demande à ce que les billets en vente au Fnac soient vendus jusqu'à 19h le jour du concert et pas jusqu'à 16h ou à 17h. Et le fait d'avoir des billets disponibles dès 14h au guichet est effectivement une bonne solution. Alors, on voit qu'aujourd'hui, le prix des places a augmenté. Il a augmenté de 25% en 5 ans. C'est 2,5 fois l'inflation. Comment vous expliquez que le prix des places est autant augmenté ?
C'est dû à des augmentations par poste, c'est-à-dire que la location des salles est beaucoup plus chère parce que les salles sont devenues plus confortables, il y a des zéniths un peu partout. Ouais. Les obligations de sécurité à l'intérieur des salles ont été considérablement renforcées. C'est-à-dire qu'il y a plus de gardiens de sécurité. Plus de personnel, plus de pompiers, etc. Plus de gens qualifiés pour la sécurité. Et c'est dû aussi aux moyens de production, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie vidéo et images qui n'existait pas avant et qui s'est rajoutée au budget d'exploitation. Et tout ça, ça fait gonfler la facture. Bien sûr. Alors, le prix d'une place de concert en moyenne est de 30 €. Pour un des groupes que vous représentez comme Indochine, c'est 33 € en province et 35 € à Paris. Est-ce que l'artiste a son mot à dire dans la fixation du prix d'un billet ? L'artiste, il voudrait avoir le plus beau spectacle du monde avec le prix le moins cher possible. D'accord. Donc c'est un casse-tête chinois. Et c'est mon travail de le ramener à la réalité économique. Alors par exemple, comment ça s'est passé pour Indochine ? Donc le prix du billet en province était à 33 €. Indochine voulait un prix... L'écart entre Nicolas Sirkis qui est donc le leader du groupe. Qui est le leader du groupe et moi n'était pas très important et jouait sur 1 ou 2 €. D'accord. Donc, et c'est important, 1 ou 2 €? Oui, c'était important. Multiplié par 400 000 personnes, ça fait 800 000 € quand même. C'est pas... Alors, on a voulu savoir finalement comment était ventilé le prix d'un billet, comment se décomposait le prix d'un billet. Si, par exemple, on paye 33 € pour une place d'Indochine, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 3 € qui partent pour la distribution, c'est-à-dire les Fnac, les Virgin, les Ticketnet, c'est-à-dire ceux qui vendent les billets. Il y a 2,50 € qui partent en taxes diverses, comme par exemple la TVA. Il y a 11 € de frais, alors ça va de la salle, frais de personnel ou de promotion. Il y a 12 € qui partent pour la production du concert, c'est-à-dire le son, la lumière ou encore frais d'hôtel. Il y a 3,25 € pour le groupe Indochine et 1,25 € de bénéfices pour vous, Pierre-Yves Denisot. Aujourd'hui, pour un groupe comme Indochine, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Un album ou une tournée ? Je pense que les revenus des spectacles ont tendance à prendre le dessus sur les revenus du disque. Comment ça se fait ? Le téléchargement sur Internet qui entraîne les baisses de vente de disques de manière importante. C'est-à-dire qu'un artiste qui vendait 1 million d'albums il y a 3 ans vend plus maintenant que 600, 700 000 albums. Donc il y a une baisse de revenus importante et les salles sont de plus en plus pleines. Donc pour l'artiste, c'est effectivement plus intéressant aujourd'hui de faire un concert. Ouais. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Pierre-Yves Denisot. Alors, on vient de voir la folie autour de grands événements, comme notamment les concerts de rock. Mais dans le domaine de la fête, il y a un phénomène beaucoup plus inattendu, celui des cabarets qui s'installent dans les campagnes, dans les villages les plus reculés du pays. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancée la famille Duvollet en Gironde, dans un village de 700 habitants. Du casting des danseuses jusqu'aux chorégraphies des spectacles, comment conçoivent-ils leur show ? Leur pari de s'installer au vert est-il payant ? Voici Mon cabaret à la campagne, un reportage de Grégory Hérault. De jolies filles au bord d'une route, cela fait toujours son petit effet auprès des routiers. Voilà, c'est génial. Avec leur patron, elles attendent les clients du jour. Il est 12h30, 3 autocars remplis de retraités débarquent. Il n'y a qu'à les faire descendre ici, puis après je vais vous aider pour vous garer. 300 clients ce jour-là. En grande partie, de vieilles dames endimanchées et pressées de se dégourdir les jambes, car elles ont fait un long voyage. La confiture ou du fromage. Merci. Bonjour. Venez d'où, madame ? Pardon ? Venez d'où ? De Coulonges, du côté de Poitiers. Saint-Genès-le-Castillon, le 3e âge, c'est Saint-Genès-le-Castillon. Béimé. C'est où ça ? Dordogne. C'est la première fois que vous venez ici ? Non, la deuxième. 3e fois ? Moi, je crois que c'est la 5e fois. Combien ? 5 fois. 5 fois. Voilà. À peine rentrés qu'ils en tomberaient presque à la renverse. Les femmes, comme les hommes, ils en redemandent. Bonjour, bienvenue. C'est comme les photos, je peux être allé. Doucement. Ça se touche des yeux, là. Bienvenue à l'Ange Bleu, le Lido version campagne bordelaise. Une salle de 480 places où les clients vont passer 5 heures totalement prises en main. Quel plaisir ici à Goriaguet d'être les héritiers de la longue histoire du music hall. Un repas suivi d'une revue,
French Cancan, Strass, Paillettes, 15 artistes sur scène, des danseuses, des chanteurs, des musiciens, un magicien et même des numéros comiques. Si vous voulez avoir une chevelure resplendissante, achetez donc un âne qui s'appelle Pedro. Car en effet, ne dit-on pas que seul Pedro l'âne ralentit la chute des cheveux? Un cabaret avec aussi une piste de danse où se mélangent toutes les générations jusqu'au bout de la nuit. Ce cabaret qui fait salle comble se trouve pourtant à Goriagué, un tout petit village perdu dans le Bordelais. D'un côté des vignes, de l'autre les glissières de sécurité de la Nationale 10. Pas vraiment glamour comme endroit. Il fallait être fou pour monter une revue à la parisienne ici, au bord d'une route où les voitures ne peuvent même pas s'arrêter. Et pourtant, 2000 personnes viennent chaque semaine pour assister au spectacle. Cette réussite, c'est le tour de force d'un homme, Alain Duvolet. Une incroyable aventure en famille. Dans les années 60, son établissement est un hôtel-restaurant banal, le Girondin, entre Bordeaux et Angoulême. 40 ans plus tard, les chambres existent encore. L'hôtel, voilà, les petits couloirs, l'hôtel, qui sont devenus maintenant les loges. À l'époque, il est un des rares hôtels sur la Nationale 10, la route de l'Espagne. Alain a vu défiler du beau monde dans ses chambres, l'occasion de côtoyer le show business qui le fascine depuis son enfance. Alors voilà, c'est les loges, où là j'ai amené le petit déjeuner le matin avec Madame Villeneuve-Tendère, Nino Ferrer aussi qui venait souvent, avant malheureusement qui nous quitte, Beko, Gilbert aussi. À l'époque on était heureux quoi. Voilà. Et puis voilà, toutes les chambres, c'était toutes les petites chambres qui ont une histoire. Toutes les petites chambres qui ont une histoire. Elle n'était pas née. Le principal atout du Girondin, être juste au bord de la Nationale 10. Mais en 1992, catastrophe. La route devient une voie rapide, plus moyen d'accéder directement au parking de son hôtel. Le chiffre d'affaires s'effondre. Il va même en faire une crise cardiaque. Quand vous avez vu ces glissières de sécurité se monter... Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que je ne les ai pas vus très longtemps. Quoi. Je suis tombé, après c'est vague, c'est une... Enfin, je ne me rappelle plus de rien. Quand je me rappelle, je suis réveillé à Bordeaux, quoi, dans un hôpital, attaché. Cet accident, c'est le déclic. Puisque la vie est courte, il décide de réaliser son rêve d'enfance. Et quand le chirurgien m'a dit « Maintenant, c'est fini, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. » J'ai ma femme, j'ai dit « Allô, chérie, on monte à Music Hall. » Il n'y connaît rien, son idée paraît totalement folle. Faites comme chez vous, monsieur. Pourtant, il convainc son banquier de lui prêter 460 000 € pour transformer son établissement et rencontre par hasard un artiste qui va tout lui apprendre. Bon, alors il va falloir le montrer, car ici, vous le savez, à l'Enjeu Bleu, nous commence toujours par des chansons et de la musique. Nous allons chanter et taper dans les mains ensemble. Attention, c'est parti! Patrick Trupin, alias Patibad, le chauffeur de salle. L'ambiance bon enfant, digne d'un club de vacances, c'est lui. Nous allons ensemble prendre les serviettes et on va vous envoyer l'hymne des champions du monde de la bonne humeur que nous allons être ensemble tout au cours de cette soirée. Allez! L'animation, le spectacle, la revue, il a tout créé. Quand il débarque à Goriagué en 1996, Paty est un artiste confirmé. Sa spécialité, la magie. Alors, je vais vous montrer tout ça. Pendant une quinzaine d'années, il a parcouru le monde avec ses numéros. Début de carrière, après le conservatoire, de la magicien, numéro de télépathie, primé, champion de France de télépathie, hypnose, dans toutes les langues. Là, c'était en théâtre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a 10 ans, il pose ses valises dans la région pour se rapprocher de sa fille. On dit bonjour au patron, bonjour. Un producteur de spectacle lui présente Alain Duvolet qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire.
Au début, ton idée, c'était de faire un thé dansant avec une scène. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé ici, c'était en travaux, évidemment. Il n'y avait pas de toit, c'était tout un... Enfin, la scène était à peine en construction. Je lui ai dit, mais moi, un thé dansant, que voulez-vous que je fasse d'un thé dansant ? Donc, je leur ai dit, faisons un spectacle, un vrai musical, mais avec un vrai spectacle. Le public vous attend, cher ami. Oui. Depuis 10 ans, leur attelage marche comme ça. Alain dans le costume du patron et Paty pour les paillettes. Alors, on y va, mes enfants. Mais comment font-ils dans ce petit village à 20 km de Bordeaux pour monter des spectacles et recruter des artistes ? Mais comment font-ils dans ce petit village à 20 km de Bordeaux pour monter des spectacles et recruter des artistes ? Ce matin-là, l'équipe du cabaret au grand complet va faire passer un casting. Salut. Ils recherchent 3 danseuses. Ils ne vont pas les recruter chez les concurrents ou au conservatoire de danse, mais à l'ANPE. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. 5 jeunes femmes ont répondu à leur petite annonce. 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Merci. Je sais que c'est un peu difficile sur une audition, mais si vous pouviez m'ajouter un peu de sourire, ça serait très 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 bien. Paty dirige l'audition. Qu'on voit vos jolis visages. Parmi les candidates, avec le t-shirt blanc, Audrey, 23 ans, vendeuse. La danse, c'est le soir avec les copines et plutôt le hip-hop. Rien à voir avec le French cancan. Vous êtes chauffés, mesdemoiselles, on peut commencer ? 3, 4, 5, 6. On ne leur demande pas la lune, quelques pas, 6, 7, 8 et... un grand écart. Ce n'est pas parfait, mais pour le côté technique, ce sera suffisant. 2 groupes... Deuxième critère de sélection, 1, 2, 3, le physique. Irina, elles vont laisser changer, je voudrais que tu regardes leur poitrine en loge, tu regardes comment elles sont faites. La poitrine a son importance car c'est une tradition, pas de cabaret sans topless. Mais à la campagne, les danseuses au sein nu ont encore mauvaise réputation. Oui, avec le Au moment de l'entretien, Audrey avoue qu'elle a du mal à convaincre son petit copain. Voilà. Ah oui, tu savais pas si tu voulais travailler en cabaret ou pas à cause de ton copain, c'est ça ? Oui, enfin moi je veux, mais lui, ça coince. Non, mais ça s'est arrangé, c'est bon. Je vais l'emmener demain voir le spectacle pour qu'il voit un petit peu ce monde, qu'il voit que c'est d'accord, pas... écoute, tu l'amèneras faire un tour en loge, tu me l'amènes, tu me le présentes, je discuterai avec lui. Dans un cabaret parisien, Audrey n'aurait que peu de chance, mais ici, elle les intéresse. Ça, c'est pas trop manger. Si on dit attirer des danseuses à Gouriaguet, c'est facile. Non, c'est pas trop facile. C'est pas facile. Généralement, ça surprend. Ça surprend. Paty Bad décidera des recrutements dans les prochains jours. Celles qui intégreront la troupe seront payées 1 500 € net par mois pour 9 représentations. Le principal problème de Paty Bad, c'est le budget dont il dispose pour monter le spectacle. 100 fois moins important que dans un cabaret parisien comme le Lido ou le Moulin Rouge. Et pourtant, il doit en mettre plein la vue aux spectateurs. Alors, il est devenu le roi du système D. Pour les costumes, il a embauché un copain, plutôt habile de ses mains, Jackie. Le problème, c'est que tous les volants étaient plats. On a incorporé du fil de débroussailleuse. Ça peut paraître bizarre, mais on obtient des volumes. Et voilà ce que ça donne. Il confectionne quasiment tous les costumes avec toujours une petite combine. Ça fait de grosses économies. Son plus beau coup, cet accessoire en plume d'autruche, une Gabrielle. Si on avait dû la faire faire par un plumassier, à peu près 70 000 francs. 70 000 francs pour faire ceci. Ouais. Et ça vous a revenu à combien Avec vos combines, on va dire. Avec nos combines, on va dire qu'avec 5 000 francs, on l'a eu. Presque 15 fois moins cher. Et pourtant, une fois sur scène, le public n'y voit que du feu. Mais si avec peu de moyens, Alain a réussi à créer le musical dont il rêvait, c'est surtout parce qu'il a mis toute sa famille à contribution. Le dîner avant le début de la revue. Si Frédéric, 33 ans, n'était pas le fils du patron, il n'en ferait pas la moitié.
Après le service, il se transforme en chanteur, puis danseur de French Cancan, se déguise en scribe, et comme si ça ne suffisait pas, il termine à minuit et demi derrière le comptoir à préparer les additions avec maman. Et pour toute la famille, c'est pareil. Le petit frère Alexandre, d'abord DJ, puis machiniste. Il faudrait me tripler si je voulais pas travailler, il faudrait prendre 3 personnes pour me remplacer. Donc là, ça serait plus possible, effectivement. Plus mon frère, ça fait aussi 6. Ça fait trop de monde à payer. Un salaire au lieu de 3. Et chez les Duvollet, il y a même des bénévoles. Ils travaillent à l'écart. C'est bon, je peux les prendre là pour... Voici ses grands-parents. À près de 80 ans, ils ne laisseraient leur travail à personne d'autre. Vous faites quoi alors Mais on s'occupe quand ils sont dans la merde. Et bien, on fait le linge, quoi. Un coup de téléphone, chaque pauvre. Quand on a été 35 ans dans le métier, on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. C'est un couvert tous les jours. Le restaurant Le Girondin, c'est eux qui l'ont créé. Alors aujourd'hui, pas question de rester les bras croisés. Il faut une occupation en la vie. On ne va pas galoper les nettes à notre âge maintenant, c'est fini. Ah non, le ressort est cassé, là, alors... Entre 2 représentations, près de 500 serviettes doivent être lavées et repassées. Attention à la marche. Même avec ses grands-parents, Alexandre n'oublie pas la bonne marche de l'entreprise. Ce soir, c'est en fini, quoi. On leur met pas la pression pour que ça soit prêt dans l'heure, dans la journée. Mais tout seul, il faut que ça se fasse. Donc il n'y a jamais de stock sale. C'est toujours prêt. Derrière cet aspect familial, presque artisanal, les Duvollet n'oublient pas l'essentiel, le business. Une fois payé l'entrée 49 €, certains spectateurs vont débourser 8 € de plus pour la photo souvenir et 4 € pour le programme. C'est le programme de la revue. Voilà, si vous le désirez, il est en vente à 4 €. C'est vous qui voyez, hein, vous sentez pas. Et puis, il y a la spécialité locale. Tu le veux court ou long? Les bijoux en strass. Attends, un peu plus long. Vas-y, tire. C'est bon là. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? On va faire un défilé pour présenter les bijoux. Bon, il faut savoir que les clients rêvent qu'une chose, c'est d'approcher les danseuses. Oui. Et là, c'est les danseuses qui s'approchent des clients et ça les fait rêver, quoi. Et là, c'est vrai. Achetés en Turquie 25 €, ces colliers clinquants sont ici vendus le double. Une très bonne affaire pour l'ange bleu. Pour vous donc, les strass de l'ange bleu. Les grands-mères profitent de l'occasion pour faire d'une pierre 2 coups, sortie au cabaret et shopping. Elles dépensent en moyenne 8 € en plus du spectacle. Pourquoi avoir acheté Et parce qu'elle me plaît. Et a priori, c'est pas l'endroit pour acheter des bijoux, l'ange bleu? Non, mais c'est un souvenir. J'aurai un souvenir de l'ange bleu. Voilà. Si vous voulez bien me suivre. Très contente. À Goriaguet, on bichonne le 3e âge car il représente 60% de la clientèle. Les astuces de la famille Duvollet n'expliquent pas à elles seules le rapide développement de l'ange bleu. Allez, Jackie, fonce. Proposer une soirée à 49 €, spectacle et repas compris, c'est une chose. Tirer des bénéfices en est une autre. Alors, les Duvollet se rattrapent sur ce qu'ils connaissent le mieux, les menus, ou plutôt le menu, inchangé depuis le début. Oui, une garbure, mi-cuit de foie gras, une pièce de bœuf, fromage et dessert. C'est un menu qui ne change pas, on ne peut pas choisir. Voilà, oui, non, c'est un menu unique pour tout le monde. Un seul menu et en cuisine, un seul patron. Oui, alors là, je surveille tout, là. Oh là là. Non, c'est normal, il faut que ça soit propre, chaud, surtout, et rapide. Alain Duvollet met la pression sur toute l'équipe. Dépêchez-vous, on envoie. Ils n'ont que 10 minutes pour envoyer le plat principal entre 2 animations. Résultat, de la restauration rapide aux allures de cantine, mais qui rapporte. On se retrouvera demain. Facturé 20 € aux clients, il ne coûte que 5 € à préparer. Et les Duvollet font bien attention à ce que ça n'augmente pas. Dans la famille, c'est Alexandre qui négocie avec les fournisseurs. Ce jour-là, un rendez-vous important l'attend avec son boucher. Ils doivent discuter des tarifs en vue de la saison prochaine. Pour négocier quand vous arrivez en Mercedes, c'est pas trop difficile.
Non, il me connaît. Et puis je crois que mon boucher a une Ferrari, alors on n'est pas sur ce rapport de force. Il y a 30 ans, le boucher traitait avec son grand-père. Aujourd'hui, il a affaire à la nouvelle génération. Après un rapide coup d'œil sur la marchandise, l'heure de la négociation pour 3 tonnes de veau. Et vous allez voir comment Alexandre va s'y prendre. Noix sous noix, 13,42. Le boucher commence mal. Là, déjà, vous m'avez anticipé un peu là. Là, cette année, on était à 12,97. Alexandre ne se contente pas de lui rafraîchir la mémoire, il annonce aussi la couleur. Puis moi, la saison prochaine, je vais vous faire 30% de volume en plus. Donc moi, mes tarifs, pour être franc avec vous, mes tarifs clients, je les bouge pas, quoi. Mes tarifs, ils bougent pas. Donc il faut mes tarifs fournisseurs, ils bougent pas, quoi. Eh bien, on y va comme ça, on conduit le marché sur ces bases. Le boucher renonce à son augmentation, mais Alexandre veut encore un petit effort. Cette année. Voilà, eh bien, d'accord. Faire un petit geste un petit peu moins, ça serait jouable ou pas, d'après vous? Si on peut gratter, on va essayer de gratter un petit peu. De toute façon, le rôti, on va retirer ça à 12,50 €. 12,50 € au lieu de 13,42 €, 92 centimes de ristourne. Je vais vous faire une confirmation par courrier. Si le boucher n'a pas été long à convaincre, c'est qu'il sait aussi que le cabaret est en plein développement. Mais attention, Alexandre n'a pour autant pas le droit à l'erreur. Allez. Si on fait beaucoup moins de monde l'année prochaine et que j'arrive pas à faire les volumes que je vais annoncer, dans 3 mois, il va m'appeler en me disant bon, on n'est plus sur les mêmes accords, donc les tarifs, je vais trop bien les bouger. Et là, je pourrais plus rien dire, quoi. Parce que moi, j'ai noté ses tarifs, mais lui, il a aussi noté les volumes que je lui ai indiqués. Donc, c'est un double jeu, quoi. En seulement 9 années d'existence, leur music hall est devenu une entreprise très rentable. 160 000 € de bénéfices l'an dernier. Leur cabaret ne semble pas manquer d'atouts. L'expérience de la restauration, des astuces artistiques, une famille qui ne compte pas ses heures. Aujourd'hui, les Duvollet ont un nouvel objectif. Tripler le nombre de spectateurs d'ici 2 ans. Et pour les aider, ils ont une brigade commerciale. Jean-Pierre Elie, music hall L'Ange Bleu. Comme Jean-Pierre Elie, ils sont 3 à sillonner les routes toute l'année. Je vais avoir un petit peu de retard. Leur cible de prédilection, les clubs du 3e âge. Et rien de tel pour convaincre des personnes âgées que d'aller directement à leur rencontre. Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes à Célette, un petit village en Charente. Personne. Merci, puis bonne journée. Vous avez une très très jolie commune. Après les civilités avec monsieur le maire, direction la Maison de la Récré, une association de retraités, 70 ans de moyenne d'âge. Il aimerait faire venir tout le club à Goriaguet. Messieurs, dames, je vais vous parler de l'Ange Bleu. L'Ange Bleu, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont déjà venus? Oui. Oui. La formule vous a convenu? Allez-y. C'est votre piste de danse. Elle est grosse. Alors, pourquoi? Elle est trop petite ou trop grande? Elle glisse pas du tout. C'est vrai? Ah ouais. Je vais en parler à ma direction. À part une piste de danse qui ne glisse pas d'autres commentaires. Bien. Alors Jean-Pierre Elie déballe son argumentaire. C'est une revue de qualité. Vous avez pu remarquer également que chez nous, tous les micros sont branchés. Je veux dire, on ne chante pas en playback. La principale personne à convaincre, c'est la présidente de l'association. Donc vous retrouvez les gens. En 20 minutes à peine, marché conclu. Opérette. Elle achète 56 places. Merci, à bientôt. Ils viendront tous le 1er octobre. Au revoir. Et je vous promets de faire quelque chose pour vous. À bientôt, merci, au revoir. Le commercial peut sourire car les seniors en mal de sortie, ce n'est pas ce qui manque. Son cabaret s'engouffre dans la brèche. Ça représente le Moulin Rouge, mais beaucoup plus près de chez nous. Et c'est beaucoup plus pratique d'aller vous voir que de monter à Paris. Et puis il y a une différence de prix aussi. Parce que bon, pour Paris, tout le monde ne se paiera pas. Si on prend le TGV, il y a déjà le prix du billet du TGV qu'il faut ajouter. Et à la limite, même peut-être une nuit, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait un TGV juste en fin du spectacle pour pouvoir rentrer. Et ils sont de plus en plus nombreux à fuir les cabarets de la capitale pour les revues en province, comme à Goriaguet. Ici, la fréquentation augmente de 30% chaque année, alors les Duvollet vont s'agrandir.
Dans un an, à la place de cette petite route et sur la moitié du champ d'en face, il y aura leur nouveau music hall. Là, on est à peu près sur le hall d'accueil. Il va aller voir la scène qui va se trouver à peu près là. Donc un côté un peu sympa, on ouvre le fond de scène et on va se retrouver directement sur les vignes. Donc pour un cabaret, c'est quand même une imagerie qui va être assez sympathique à exploiter, quoi. De ce cabaret à la campagne, on ne peut pas faire mieux. Au total, 3 millions d'euros de travaux. Et sur ces plans, voilà à quoi ressemblera ce nouveau cabaret. Il y aura 2 salles ultra modernes pour jouer 2 spectacles en même temps. Avec 1500 places assises, ce sera le plus grand cabaret de France. À l'automne 2007, Goriaguet deviendra-t-il un lieu incontournable du music-hall français ? On sera en tout cas bien loin du restaurant du grand-père. La Nationale 10 n'aura pas eu raison de la famille du volet. Alors un cabaret à la campagne comme celui qu'on vient de voir, ça reste encore assez peu développé en France. En revanche, ce que l'on retrouve très souvent dans les villages, ce sont les cirques. Et c'est une surprise, car malgré la concurrence de la télévision ou du cinéma, eh bien, le cirque, ça reste un divertissement très populaire, puisqu'il y en a en permanence 200 qui tournent dans le pays. Je vous propose justement de découvrir le plus célèbre, mais aussi le plus gros en Europe, le cirque Pinder. Comment, en coulisses, cette énorme machine fonctionne-t-elle ? Dans quelles conditions ses salariés travaillent-ils ? C'est un reportage de Véronique Blanc. Casquette cycliste et fouet à la main. Frédéric, comme tous les matins, part au travail. Son attaché-caisse, le voici. Starsky, 4 ans et demi et toutes ses dents. Loin de la savane africaine, c'est sur un parking qu'aujourd'hui Frédéric répète. Il est dompteur de fauves, un métier rare et surtout extrêmement risqué. Regarde les griffes, t'as vu les griffes? Regarde les griffes. Tu les vois les griffes là? Regarde. Tu vois là? Good boy. How? Elles vous ont déjà attrapé ces griffes là? Et là, oui, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a un petit peu ici, il y a là, et là. Rien de bien méchant. Depuis 20 ans qu'il dresse des fauves, Frédéric n'a jamais rien eu de grave. C'est les coups de patte surtout. Ouais, c'est les coups de patte. Heureusement, on nécessitait des points de suture, mais j'ai toujours réussi à finir le numéro comme si de rien n'était. On a la voix. Pourtant, il ne se facilite pas la vie, Frédéric. Comme si un lion ne suffisait pas, dans la cage, il en rajoute encore et encore. Il fait rentrer jusqu'à 16 fauves en même temps. Pas de quoi l'impressionner. Il pénètre dans l'enclos comme dans un moulin. Et ce n'est pas un coup de patte qui va l'arrêter. Mais le plus impressionnant dans cette histoire, c'est le mélange des genres. Des tigres et des lionnes, en plus des lions, ces espèces sont toujours prêtes à se battre entre elles. Or, Frédéric, lui, arrive à maintenir sages comme des matous tous ces grands fauves ensemble. Il est le seul au monde à faire ça. Alors, sa fierté, c'est bien sûr de pouvoir se produire en spectacle. Pinder, le cirque traditionnel qui attire le plus de spectateurs aujourd'hui en Europe. C'est ici que Frédéric fait son numéro. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chapiteau de 2200 places, un spectacle de 2h30, des artistes venus du monde entier, des numéros qui font encore la place belle aux animaux et aux clowns. Aujourd'hui, Pinder attire quasiment 2 millions de spectateurs. Mais il n'est pas seul sur le marché. Il y a bien sûr les Grusses, Medrano, Bouglione ou autres amarres. Mais depuis quelques années, de nouveaux rivaux sont apparus. Un nouveau genre de cirque avec des mises en scène révolutionnaires comme celle du Cirque du Soleil. Alors face à cette concurrence toujours plus forte, comment chaque jour le cirque Pinder bataille pour attirer du monde? Derrière la piste aux étoiles, la vie au cirque est-elle si magique?
Entre Belfort et Besançon, l'entreprise Pinder est sur la route. Un barnum de 33 semi-remorques et d'une centaine de véhicules qui s'étirent. En tête du convoi, dans ce gros camion américain, on retrouve Frédéric le dompteur, qui est aussi le chef de la tournée. C'est toute l'année de la route, c'est toute l'année de l'itinérance. C'est 180 villes parcourues sur un an en France. Nous sommes mi-juin. Le cirque arrive à Besançon après une étape de 100 km. Et comme à chaque entrée dans une ville, Frédéric n'est pas très discret. Pourquoi vous faites ça là? Ah bah le klaxon c'est important parce que c'est surtout pour que les gens déjà savent qu'on arrive. Que les gens sachent qu'on arrive. Et puis en plus de ça, ça nous permet nous de faire une mini parade. C'est-à-dire que les gens nous voient arriver dès le matin, ils voient tout le convoi arriver. Et quand on voit un grand convoi comme ça de 4,5 km qui arrive, et ben automatiquement ça veut dire que c'est bien, parce que le convoi il est beau. Attirer un maximum de spectateurs, c'est essentiel, car un cirque cela coûte très cher à faire tourner. Il faut faire vivre tout ce petit village. Car il y a du monde chez Pinder, en tout 140 personnes. Des ouvriers qui mettent 5-6 heures pour monter le chapiteau. Et puis bien sûr des artistes qui eux s'occupent comme ce funambule de leur propre matériel pendant ce temps-là. Ou s'entraînent pour leur futur numéro. Ils viennent du monde entier. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Allemand? Oui. Nous sommes polonais. Bélarus. Autrichienne. Avec tout ça, aucun spectateur n'est encore assis sur les gradins que déjà le cirque a déboursé 27 000 € en charges fixes. À 30 € la place en moyenne, et pour rentrer dans ses frais, Frédéric doit donc trouver quotidiennement près de 1000 personnes pour venir voir la représentation. Dans des villes de province comme ici à Besançon, c'est loin d'être évident. Comment va-t-il s'y prendre ? Alors amis, si vous aimez la fête et la joie, Pinder le Grand, Pinder le Géant... Heureusement, question énergie, Frédéric n'est pas en manque. Alors approchez, Pinder le Grand... Pour rameuter les foules, c'est lui qui à chaque fois s'en va dans le centre-ville avec les bons vieux chars du cirque. Le géant européen des cirques est à Besançon, parc des expositions jusqu'à dimanche. Bonjour mesdames. Il harangue les foules et puis surtout il a une botte secrète, une arme que Pinder a été le premier à utiliser. Venez nous voir. La distribution de milliers de places gratuites. Du cirque amis, comme vous l'aimez, retenez monsieur. Voilà, une place gratuite pour venir au cirque, vous l'avez bien mérité. Hein. Alors profitez. Bien sûr, ça marche. Approchez du véhicule. Sauf qu'il y a une astuce. Distribution de places gratuites à l'avant du véhicule publicitaire. Alors approchez vite. Attends. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et vous direz, ah c'est trop tard si j'avais su. En fait, seule la 3e place est gratuite et c'est à la seule condition d'acheter les 2 premières. Du véhicule publicitaire. Distribution de places gratuites, en fait, c'est pas exactement ça. C'est distribution de 3e place. Ah oui, mais tout à l'heure, vous disiez distribution de places gratuites. C'est pour attirer les gens. Ouais, c'est pour attirer les gens aussi. Mais c'est distribution de 3e place gratuite. Tenez, chère madame. Rien qu'à Besançon, ville de 120 000 habitants, il va en distribuer 14 000. Et voilà. Automatiquement avec ce bon, les gens ils en achètent. Le système c'est ça, c'est de permettre aux gens déjà qui ont envie de venir de pas forcément complètement payer toute leur place et d'en avoir au moins une gratuite. Donc ça vaut le coup de Bien sûr que ça vaut le coup. Profitez-en pendant que je suis là. Un tiers des billets achetés au cirque le sont d'ailleurs par le biais de ce petit tract. Bon café mesdames. Arpenter le centre-ville, c'est donc une bonne opération pour le cirque, mais ce n'est pas tout. C'est aussi l'occasion pour Frédéric de voir si les magasins ont bien été bombardés d'affiches publicitaires, comme celle-ci. Besançon, parc des expositions, séance 14h30 et 20h30 pour samedi. Les afficheurs passent toujours 10 jours avant la venue du cirque. Manque de bol à Besançon, il semble qu'ils n'ont pas correctement fait leur boulot. Je sais pas comment ça se fait qu'il n'y en a pas, mais je pense que mes chers afficheurs ont dû zapper la rue Piétonne. C'est quand même important pour toi. Oui, c'est sûr que c'est important. On peut aller voir jusqu'au bar. Frédéric est contrarié, car pas d'affiche, cela risque de faire moins de spectateurs. Il va devoir rendre des comptes au grand patron du cirque. J'ai les boules parce que normalement c'est bien fait hein, les affiches. Son père. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas là.
Dans la région parisienne, sous les allures d'une petite maison tranquille, le QG de l'entreprise. À sa tête, le big boss, le père de Frédéric, Gilbert Edelstein, un autodidacte. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Blanc. Vous savez, vous êtes ma première sortie depuis que je me suis fait opérer. Ah, l'homme a beau être en convalescence, quand il s'agit de parler de son cirque, il est intarissable. Depuis. On va préparer ça. Gilbert Edelstein est un passionné. D'ailleurs, quand on va dans son bureau, on entre dans un véritable musée. Sur le début de Tours et puis Paris. Alors dites-moi, c'est quoi toutes ces bêtes empaillées là? C'est toutes des bêtes naturalisées. C'est toutes des bêtes qui ont travaillé au cirque, qui ont été soit avec mon fils. Là, par exemple, si vous tournez. Donc là, pourtant, au départ, rien ne le prédestinait au cirque. Du cirque Jean Richard. Vous venez d'une famille de cirque ou pas à la base? Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Ils étaient dans le textile. Mon père avait un magasin de gros où il vendait aux forains et il avait une entreprise avec 10 camions qui faisaient les marchés. Lui-même, dans sa jeunesse, commence par faire du porte-à-porte. Il vend des trousseaux pour les jeunes mariés. Puis un peu plus tard, il se lance dans l'organisation de concerts yéyés, très à la mode dans les années 60. Vous voyez, voilà, par exemple, ça c'était à Bourgoin-Jallieu en 1964. Vous voyez, je faisais des festivals de rock. Il réussit même à gagner assez d'argent avec la musique pour ouvrir un restaurant. Mais pourquoi ça marchait à l'époque? Parce qu'un jour, un comédien très connu à l'époque vient dîner chez lui. Sa vie bascule au monde du cirque. Après, j'ai lancé... Cet acteur, c'est Jean Richard. Oui, ce type est complètement fou ou alors il est complètement innocent. Les jeunes générations ne le connaissent peut-être pas. Il fut pourtant de nombreuses années le commissaire Maigret à la télévision. Faites-moi monter de la bière et du tabac gris. Mais surtout, c'était dans les années 70. Le propriétaire du cirque Pinder. Jean Richard va notamment sous-traiter à Gilbert Edelstein toute la vente des confiseries et boissons durant les entr'actes. Ça n'a l'air de rien, ça rapporte pourtant beaucoup. Lorsque Jean Richard fait faillite en 1983 pour mauvaise gestion, Edelstein lui rachète le cirque. Ça fait même le 13h d'Yves Morosi. Monsieur Edelstein, vous êtes le nouveau directeur d'une nouvelle aventure pour Pinder Jean Richard. On a beaucoup parlé dans la presse ces temps-ci des ennuis de notre ami Jean Richard à travers son cirque. Aujourd'hui, il est sauvé ? Oui, il est sauvé. Et c'est d'ailleurs... Il est sauvé. Il faut dire que le nouveau patron a fait le grand ménage à son arrivée. Environ des dizaines d'employés, à commencer par les musiciens. Première décision dans le spectacle, plus d'orchestre. Pourquoi? Parce qu'ils nous emmerdaient avec leur syndicat, c'était une horreur. Là maintenant, moi j'ai 32 musiciens, ils sont sur des bandes, ils m'emmerdent plus. C'est des cassettes aujourd'hui? Oui, c'est des cassettes avec un batteur. Ces décisions sont radicales pour réduire les coûts. Elles le seront tout autant pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Salut. D'abord, il va tout faire pour maîtriser la concurrence féroce que se livrent les cirques entre eux. Vous allez comprendre comment. Dans ce bureau, Christophe Herry est chargé de la tournée du cirque. Il passe ses journées au téléphone avec les mairies. Bon, c'est le cirque Pinder à l'appareil. Bonjour. Bonjour. Je viens voir s'il vous resterait une petite place pour un beau grand cirque. À quelle période? Christophe choisit les villes en fonction de leur potentiel de spectateurs. Alors, donc on fait plus de 150 villes par an. Ouais. Le problème, du coup, c'est que tous les autres cirques s'y intéressent aussi. Gilbert Edelstein a trouvé une parade. Il s'arrange avec les plus grands noms du métier. On s'est partagé, pas les villes, les régions françaises. C'est-à-dire que bon, moi je commence dans le sud, Arlette Grusse sera dans le nord, Medrano va être dans l'ouest et Amar sera au centre. Et quand ils se retrouvent dans la même région, ils se partagent carrément les villes. Les gros cirques à l'heure actuelle. Quand je suis à Marseille, j'aimerais bien aller à Nice. Oui. Mais depuis tant d'années, il y a un autre cirque à Nice. Donc quand je sors de Marseille, je pourrais pas notre cirque qui est déjà. Et lui, en contrepartie, vient pas à Marseille. Voilà. C'est simple, mais avant Gilbert Edelstein, personne n'y avait pensé. Oui, allô? Grâce à ces méthodes, l'homme va faire fortune et gagner jusqu'à 600 000 € de bénéfices les bonnes années. Retour à Besançon, où ce soir encore, Gilbert Edelstein va remplir son chapiteau. À l'entrée, les tickets verts sont nombreux. Ils correspondent aux fameuses places gratuites. Un grand succès. Vous seriez venu si elle n'avait pas été gratuite? Non. Allez, pourquoi? Non, parce que non, ça ne serait pas mis à l'idée.
Et là, du coup... On savait même pas que le cirque était là, donc c'est vrai que... D'accord. Ok, merci. Bonne soirée. Au revoir. Cette jeune femme va donc assister gratuitement au spectacle. Et voilà ce qui s'offre à ses yeux une fois à l'intérieur. Les danseurs Castilla. Des funambules, des contorsionnistes, des acrobates. En tout, 19 numéros vont se succéder. Tous les grands classiques du cirque. Pendant 2h30, le public en prend plein les yeux. Mais pendant le show, dans les gradins, les affaires continuent. Ces petites lumières qui clignotent un peu partout, ce sont des gadgets pour les enfants à 6 € pièce, achetés 1,50 € par le cirque, et ça se vend comme des petits pains. Ça marche ce soir, non? Ça bricole. Ça bricole? Du bricolage qui rapporte tout de même 10% du chiffre d'affaires du cirque. Mais si les spectateurs sont venus, c'est parce qu'ils espèrent voir des numéros exceptionnels. Alors, comment sont choisis les artistes ? Cette femme qui a le pouvoir de faire apparaître des garçons, c'est Sophie Edelstein, la fille du grand patron et la sœur du dompteur Frédéric. Sur scène, elle présente ce numéro d'illusion, mais à l'extérieur, elle est chargée du recrutement des artistes. Comment s'y prend-elle ? On part avant plage. Après sa prestation, comme tous les artistes, elle repart dans sa caravane. La sienne est grande, 55 mètres carrés. Mon petit poil. Elle la partage avec sa chienne, plus qu'adorée. Il y a une belle salle de bain avec une baignoire et au fond sa chambre. Et si sur son lit trône son animal préféré, l'éléphant, ce n'est pas pour rien. Sophie a été pendant 15 ans dresseuse d'éléphants. Vous voyez, je mettais ma jambe dans sa gueule et puis elle me tenait. Voilà. Ouais. Mais après un accident où elle a failli être écrasée, elle a arrêté les pachydermes. Et je suis bel et bien dessous, c'est 4 tonnes. Hein. Ah oui. Toute l'année, elle visionne donc DVDs et cassettes envoyés du monde entier à la recherche de nouveaux numéros. Non, mais là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y en a certains, oui. Ah, quand même. Voilà. Pour pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose. Parce que mais là, vous en recevez combien par an? Des cassettes, des numéros? Énormément, des centaines et des centaines de cassettes. 1000? On peut dire 1000, ouais, sur un an, ouais. Pour faire revenir le public, elle doit renouveler son show chaque saison. Les DVD lui permettent de faire une première sélection. Ces trapézistes mexicains, par exemple, lui ont tapé dans l'œil. Et là, qu'est-ce qui vous plaît? Racontez-nous, par exemple. De la façon dont ils bougent et puis gèrent les figures. Je veux dire, ils font le triple. Il y a la fille qui fait un double. Et il y a un des jeunes qui tente le quadruple. Vous voyez, triple supérieur. C'était ça? Ouais, ça c'est un triple. Hein, c'est pas le quadruple, c'est un triple. Sophie doit les rencontrer en juillet. Si elle les embauche, elle les paiera maximum 2 500 € par mois et par personne. Le tarif moyen dans les cirques traditionnels. Ils sont connus, eux, dans le monde du cirque? Pas trop. C'est une nouvelle troupe. Ouais, c'est une nouvelle troupe et assez jeune? Assez jeune, ouais. Donc vous pouvez justement négocier sur le prix le fait qu'ils soient jeunes? Est-ce que ça peut jouer, ça? Le fait surtout qu'ils ne soient pas encore connus. Ça fait quoi, ça? Ça fait qu'ils ont... c'est pas tout le monde qui les veut. S'ils étaient connus, il y aurait de fortes chances qu'ils soient recrutés par un cirque d'avant-garde qui paie beaucoup plus. Au Cirque du Soleil, par exemple, certaines stars touchent 3 fois plus. Alors, à quoi ressemble leur vie chez Pinder? Voici Elena, 33 ans. Et comme l'indiquent les couleurs qu'elle porte aujourd'hui, elle est brésilienne. Elle est aussi trapéziste, et là, ça se voit à ses bracelets qu'elle est en train de poser juste avant son numéro. Vous avez un peu peur? Non, ça va. Jamais? Si, mais je fais gaffe.
Car si je fais un faux pas, c'est sûr, je peux tomber et me faire mal. Mais on commence tous ce boulot tellement petit, dès l'âge de 5 ou 6 ans, que c'est notre vie. Et à force, on ne fait plus attention à la hauteur. C'est bientôt l'heure de la représentation pour elle, son mari et son beau-frère. Aujourd'hui, ils en donneront 3. Les numéros s'enchaînent. Chaque artiste est tenu d'être à l'heure, correctement habillé et maquillé. L'échauffement n'est pas très long en cette période de l'année où la température est élevée. À peine quelques minutes, et puis en piste. En tout, ils sont 6 dans la troupe. Cela fait déjà 2 ans qu'ils travaillent dans ce cirque. Chaque membre touche environ 1 700 € par mois pour des représentations quasi quotidiennes. Le plus étonnant, c'est que ce n'est pas de l'argent de poche. Avec ce salaire, ils doivent tout assumer. Voilà leur logement, ce camion qu'ils ont dû acheter. Ils paient aussi leur matériel de scène, leurs costumes, tout est à leur charge. Et pas de cantine, ils doivent se faire eux-mêmes à manger. Pour les enfants, pas d'école. Leur fils aîné est au Brésil chez ses grands-parents pour suivre ses études. Leur vie d'artiste, c'est jusqu'à 4 représentations par jour. Le reste du temps, ils restent au calme dans leur caravane à regarder la télé. Après le final, on rentre à la maison. Comme il y a du foot en ce moment, on regarde tout le temps. On se repose, on reste tranquille. Puis comme il y a d'autres représentations après, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et c'est comme ça 11 mois et demi de l'année, sans interruption, pour les 35 artistes de la troupe. Puis, il y a les hommes de l'ombre. Sans eux, pas de chapiteaux montés, de camions conduits ou encore de cages d'animaux installées. Ce sont les ouvriers du cirque. Des physiques de déménageurs, ils sont au four et au moulin. En ce moment, ils sont une trentaine, tous polonais, sauf un. Lionel est français. Il a 20 ans. Son job, la lumière avant et pendant le spectacle. Il travaille ici depuis 1 mois et demi. C'est un passionné de cirque. D'ailleurs, il ne compte pas ses heures. Et dites-moi, là, il est quelle heure? Je n'ai pas l'heure. Mais au cirque, il n'y a pas d'heure. Il est quelle heure, Antoine? Hein? Il est 5 heures. Là, il est 5 heures de l'après-midi. Vous travaillez depuis quelle heure? Eh ben, on s'est levé à 5h30 du matin ce matin. Et là, je pense que j'en ai jusqu'à 6h quand même. Encore? Oui, encore 1 heure, oui. Lionel travaille 7 jours sur 7 avec quelques demi-journées de repos de temps en temps. Il gagne 947 € net par mois, c'est le SMIC. Pourtant, selon lui, il fait bien plus que 35 heures par semaine. Vous avez une idée de combien d'heures vous faites tous là? Il faudrait qu'on m'amuse un jour à compter, en effet, par semaine. Mais je pense qu'on doit en faire 40, 45 heures sans doute. Ces heures supplémentaires, à l'entendre, ne sont pas payées. Une affirmation que conteste son patron. Selon Gilbert Edelstein, personne au cirque ne travaille plus de 35 heures. Lionel est néanmoins content de son sort. Il a un contrat de 11 mois, nourri et logé. Voici où se trouve sa couchette et celle de tous ses collègues polonais. Lionel dort dans une de celles qui vient d'être repeinte. Voici ma couchette. À savoir que j'ai essayé de l'aménager à peu près à mon goût et sachant qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut. Pour lui, il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, sa cabine, comme celle des autres ouvriers, n'est pas aux normes. Armoire qui, souvent, pendant les voyages, se retrouve par terre. La loi dit qu'il faut 15 mètres cubes d'air et 6 mètres carrés par personne. Là, visiblement, c'est plus petit et en plus, ils sont 2. Il faut aussi un point d'eau. Certaines cabines n'en ont pas. Quant aux lits superposés, ils sont tout simplement interdits.
papier. Nous sommes retournés au siège pour avoir l'avis de Gilbert Edelstein. Ça, c'est des bêtes qui travaillent. Hein. Pour lui, la loi ne peut pas s'appliquer au métier du cirque. Ça, c'est des bêtes qui ont travaillé. Et quand vous avez l'inspection du travail qui vient, elle vient avec son petit livre rouge, elle dit tout ça, ça va pas. Et là, par exemple, justement, les logements, c'est 15 mètres cubes. Si je vais faire 15 mètres cubes, c'est ce que j'explique, il me faudrait pratiquement doubler les camions. Quand on voit déjà que les places, ils ne peuvent plus nous prendre parce que j'ai déjà 130 véhicules. Donc pour vous, la loi est inapplicable. Elle est inapplicable et inappliquée par personne. Plusieurs ouvriers et le ministère du Travail nous ont confirmé que ces problèmes de logement se retrouvent dans de très nombreux cirques. Et là, c'est quoi Quant aux conditions de travail de ces salariés, Gilbert Edelstein a été condamné 3 fois au prud'homme ces 10 dernières années. C'est des métiers de fous, quoi. Pourquoi ils vous attaquent Les jours de congé, les repos compensatoires, enfin tout, quoi. C'est toute la panoplie de la réglementation française qui est inapplicable dans les cirques. Oui, donc en fait, c'est pas inapplicable dans les cirques, qui est appliquée dans les cirques. Parce qu'ils ne font pas plus de 35 heures chez nous. Les jours de relâche, ils sont en repos compensatoire. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur place. Parce que quand on part en tournée, il faut rester sur place. Parce que son entreprise n'est en effet pas la seule dans son cas. Depuis quelques mois, le ministère du Travail et le monde du cirque sont en négociation pour mettre au point une convention collective spécifique. Aujourd'hui, Pinder est un des derniers grands cirques itinérants qui emploie encore plus de 150 personnes, quasiment toute l'année. Tout au long de cette émission, on a vu le cirque, les cabarets ou encore les concerts de rock. Mais dans le domaine de la fête, il y a un autre phénomène aujourd'hui, ce sont les rassemblements populaires. Alors les rassemblements populaires, ce sont des fêtes absolument énormes, des fêtes qui sont ouvertes à tout le monde, comme par exemple la moisson de blé sur les Champs-Élysées qui a eu lieu il y a 16 ans. Ou encore le grand pique-nique du 14 juillet en l'an 2000, organisé du nord au sud de la France et auquel 2 millions de Français ont participé. Derrière tous ces événements, il y a un homme, c'est vous, Gad Veil. Et cette année encore, vous remettez ça en organisant le pique-nique de la République les 13 et 14 juillet prochains. Ça va être quoi le pique-nique de la République ? Ça va être l'occasion pour tous les Français de vivre un rituel républicain, de se rassembler pour dire... pour eux-mêmes, pour leurs familles, pour tous les hommes et femmes politiques de France et le monde entier, la République française, c'est nous, ses valeurs, c'est nous, et on va le faire de la façon la plus simple, on va trinquer à la santé de la République. D'accord, et ça dans les 36 000 communes de France ? Non, cette année, pour la première édition, dans une centaine de communes qui ont bien voulu participer, et c'est les 100 maires qui nous ont rejoints, nous les appelons les pionniers de la République, mais dans les années prochaines, j'espère que des centaines et des milliers de maires vont nous rejoindre pour que le plus de citoyens possible, de citoyens, participent à nous, à ce rituel qui, je crois, manque à la vie en communauté française. Alors, c'est le pique-nique de la République, est-ce qu'on mange et on boit aux frais de la République ? Non. La tradition de la République, c'est que nous sommes la République, donc c'est chaque citoyen qui amène son panier. Ah oui, il faut payer quand même. C'est pas qu'il faut payer, on fait de la cuisine chez soi, ouais. Et l'avantage de faire la cuisine chez soi, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Un roast beef, un poulet froid, on peut faire manger halal, on peut faire manger cachère, on peut faire des nems, on peut faire du curry indien, mais surtout on amène en plus la part de la fraternité, une part en plus dans le rituel républicain, qui est pour les gens les plus démunis ou pour les touristes. Si on doit chacun faire notre panier, vous faites quoi ? Pour organiser le pique-nique de la République. Alors nous avons conçu les objets principaux, c'est-à-dire la nappe qui va être envoyée dans les 100 villes qui participent à cette première édition, les carnets du pique-niqueur sur lesquels les gens retrouveront pourquoi le 14 juillet est la fête nationale, pourquoi liberté, égalité, fraternité. D'accord, et elle ressemble à quoi la nappe ? La nappe, c'est une façon plus ludique, simple de raconter la République. Toujours le premier couplet de la Marseillaise, le premier article des droits de l'homme, ce qui fonde aussi notre société. D'accord, mais alors, quand vous avez eu cette idée, ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé voir toutes les communes de France ? D'abord, j'ai écrit à tous les responsables nationaux, tous les partis politiques de gauche et de droite, pour bien leur dire qu'on allait lancer un événement national, nous, équipe de terrain, et il y a 100 maires qui nous ont suivi, une centaine de maires qui nous ont suivis cette année. Ça coûte combien à organiser un événement comme cette année, cette première édition, le budget général est de 400 000 €, donc c'est un budget très raisonnable pour un événement national. Ah bon ? Oui, d'habitude, un événement national, c'est plusieurs millions d'euros. Là, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous attendez combien de personnes ? Une centaine de communes, 100 000, 200 000, 300 000 personnes, j'espère.
Alors, vous avez donc un budget de 400 000 €. Risque de 400 000 € et des recettes qu'on espère couvrant les risques. Voilà. Mais enfin, en tout cas, vous avez 400 000 € pour organiser cette manifestation. Vous, personnellement, vous allez gagner combien? Sur cette année, rien du tout, parce que le budget n'est pas assez lourd pour permettre de rémunérer des droits d'auteur. Donc cette année, c'est mon projet, je me suis investi dedans. Je sais qu'il ne me fera pas vivre moi. Vous n'allez même pas vous payer sur ce projet, non, ne serait-ce que... Cette année, c'est pas possible. Ah oui. Non. Mais alors, vous vivez d'amour et d'eau fraîche Non, parce que heureusement, je fais d'autres choses. J'ai la chance d'être le directeur artistique du Carnaval de Nice. J'ai la chance de faire d'autres événements ailleurs. Donc avec des commandes des fois, et des fois en prenant aussi des risques. Mais c'est mon métier. Mon métier de prendre des risques. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme autre projet en tête que vous voulez réaliser? En fait, c'en est un que je n'ai pas réussi à réaliser et qui me tient beaucoup à cœur. En 2002, j'aurais dû faire un événement sur la Statue de la Liberté. Ah oui. C'était à l'époque, on était donc au printemps 2001, nous avons travaillé sur un scénario où la Statue de la Liberté s'adressait au monde pour faire un discours sur le statut des réfugiés, le statut des réfugiés de par le monde. On avait l'accord des autorités américaines, on s'apprêtait à signer l'accord le 15 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 à midi, on a compris que l'événement n'aurait pas lieu. Donc je rêve de pouvoir faire cet événement tel que je l'avais conçu sur la Statue de la Liberté, qui est soit sur le thème des réfugiés, soit sur le mot liberté. Ouais. Quel est le sens de la liberté? Et donc j'ai écrit au président Bush en disant, voilà, 120 ans après Bartholdi qui a créé la Statue de la Liberté, donneriez-vous l'accord à un Alsaco-Lorrain la possibilité, la chance, l'honneur de faire un grand événement sur le thème de la liberté, sur la Statue de la Liberté? J'ai écrit il y a quelques temps, j'espère avoir une réponse. Vous n'avez toujours pas de réponse? Pas à ce jour. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bonne chance pour le pique-nique de la République et bonne chance aussi pour ce projet pour sur la Statue de la Liberté. Merci. Alors, on l'a dit tout au long de cette émission, les Français adorent sortir. D'ailleurs, cela se ressent sur leur budget. Chaque année, une famille dépense en moyenne 154 € pour aller au spectacle, comme au théâtre ou au concert. C'est 3 fois il y a 10 ans. Ces mêmes familles dépensent en plus 80 € pour les parcs d'attractions et 50 € pour aller en discothèque. Les boîtes de nuit, c'est évidemment l'un des grands musts en été, que l'on parte en vacances ou que l'on ne parte pas d'ailleurs. Je vous propose maintenant de partir tout de suite pour l'un des hauts lieux de cet univers. Surprise, ce n'est pas sur la Côte d'Azur que cela se passe, mais à 1000 km au nord. Chaque week-end, ils sont près de 20 000 jeunes Français à prendre leur voiture pour aller en Belgique faire la fête dans les boîtes de nuit. Alors à quoi ressemblent ces discos géantes? Comment leurs patrons gagnent-ils leur vie? C'est un reportage de Céline Crespi. Voilà, ça c'est l'entrée pour les jeunes. Marie-Jeanne, 71 ans, chef d'entreprise. Bien, c'est fermé. Une femme au caractère bien trempé. Véronique! Ça n'a pas bouquet de deuren zijn toe, alleen me kun niet binnen. Ben, on peut rentrer. Elle parle le flamand car nous sommes en Belgique. Bah comme vous voulez. Il y a 16 ans, Marie-Jeanne, alors infirmière, fait un pari incroyable. Faire construire une discothèque géante. Elle est devenue une des plus réputées de Belgique pour sa musique techno. Et elle peut accueillir jusqu'à 5000 clients chaque samedi. 4 bars et 3 pistes de danse. Et il y a encore un bar là, un bar rond. Ça c'est une piste de danse, on a 3 pistes de danse ici en bas. Chaque détail a été soigné, elle tient même à nous montrer les toilettes, payantes ici. Voilà, ça c'est pour les hommes. Donc même, je pense que c'est beau, hein. Pourquoi vous êtes fière de vos toilettes? Ah oui, je trouve que c'est beau, parce qu'on n'a pas beaucoup de discothèques, on peut dire que les toilettes sont propres. Et les jeunes, ils trouvent le plus beau, c'est le logo dans les portes. Sa boîte n'est qu'à quelques kilomètres de la frontière française. Une région agricole. Mais étonnamment, cette province est aussi un des hauts lieux de la musique techno en Europe. Des milliers de Français viennent y faire la fête chaque week-end. Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, à 30 km de Lille. Bon anniversaire. T'es 24 ans. Merci, merci, merci. Pour ce groupe d'amis, la soirée commence à peine. Il est 22h30. Santé à tout le monde.
Santé, ouais. Santé, ouais. À la soirée. On s'en va pour minuit, non? Attends, à minuit, super. À minuit, on décolle. Comme ça, pour minuit et demi, on est là-bas. L'anniversaire de leur ami, ils le fêteront en boîte de nuit, tous en voiture et en musique. Des discothèques, il y en a bien à côté de chez eux. Pourtant, ce soir, ils feront 70 km. On a 5 minutes pour arriver jusqu'à l'autoroute et après on a 5 minutes de la sortie d'autoroute jusqu'à la discothèque. Donc c'est bien desservi, c'est que des grands axes, la voiture ça consomme rien, quoi. Direction la Belgique. Depuis plus de 3 ans, ils sont fans. Ils vont chercher là-bas une ambiance introuvable en France. Les gens parlent à tout le monde, tout le monde est sociable. Il n'y a personne qui cherche à se prendre la tête, quoi que ce soit. Les gens ils y sont pour la même raison, la musique, l'ambiance. La frontière passe presque inaperçue pour ses habitués. En Belgique, ils se sentent comme chez eux. À une 50aine de kilomètres de Lille, à moins d'une demi-heure en voiture, on dénombre une 20aine de boîtes de nuit. Le Cube, la Bûche, la Pergola, l'H2O, le Capitaine. D'extérieur, elles ont des faux airs de pizzeria. Mais à l'intérieur, il y a suffisamment de place pour accueillir 5000 clubbers. Majoritairement des Français. Sur leur parking, des voitures immatriculées dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Ils sont 10 000 à passer la frontière chaque week-end. Arrivés dans la boîte préférée de nos jeunes fêtards, ils connaissent la physionomiste par son prénom. Ils viennent ici 2 fois par mois. Merci Julie. Merci Julie. Bon anniversaire. C'est à Jonathan, c'est pas le 9 € l'entrée contre 15 en moyenne en France. Et c'est parti pour 8 heures de musique techno. Il est 1 heure. Lauriane, Jonathan et les autres commencent à s'amuser. Alors qu'est-ce qui attire ces jeunes Français dans ces discothèques belges? D'abord, cette musique au pas de danse et aux cadences dignes d'une salle de sport. Mais pas seulement. En fait, c'est une vieille histoire. On a toujours fait la fête en Belgique. Dès les années 50, les Français passent la frontière pour goûter les 500 sortes de bières que compte le pays. Des bars poussent un peu partout et certains patrons se mettent à produire de la musique. Dont certaines ont fait le tour du monde. Le célèbre Born to be Alive a été produit dans la bourgade de Moucron, à 5 minutes de la frontière. C'est aussi ici qu'on entendra en Europe les prémices de la musique techno. Aujourd'hui encore, la Belgique reste un temple de la musique électronique. Voilà pourquoi la région frontalière charme autant les jeunes fêtards français. Mais la Belgique a encore bien d'autres atouts. Un samedi de juin, à Lille. C'est l'événement, la Gay Pride. Le rendez-vous incontournable pour les amateurs de jolies filles et de musique techno. En bout de cortège, un camion publicitaire. Le Pulse Factory est une toute nouvelle boîte de nuit qui vient d'ouvrir en Belgique. Toute l'équipe veut le faire savoir. À leur tête, Georges, avec ses lunettes de soleil. Il a 40 ans, c'est un ancien disque jockey qui a mixé dans les plus grandes boîtes européennes. C'est pour s'amuser, c'est un regroupement du personnel entre eux pour le plaisir et se faire connaître, faire un peu de publicité sur une autre façon que les magazines, les radios, c'est moins barbare. Comme toutes les discothèques belges, celle de Georges dépend étroitement de sa clientèle française. C'est plus de la moitié des entrées. Et il y a de la concurrence, alors même sa femme, Carole, met le paquet pour que la mayonnaise prenne. C'est une autre forme de publicité, mais ici on a aussi un peu l'occasion de s'exprimer. Les gens voient nos côtés festifs. 1000 cartons d'invitation sont distribués ce jour-là. Et si Georges a déployé les grands moyens, c'est que lui et sa femme n'ont ouvert que depuis 6 mois. Ils ont d'énormes investissements à rembourser. 7 500 € de frais par mois entre leurs prêts et leur loyer. Quelques jours plus tard, en Belgique. Voici la boîte de Georges.
Alors on est où là? Ici, c'est le Pulse Factory, qui est basé sur la technologie son, lumière, image également, parce que c'est vraiment au goût du jour. Toutes les discothèques belges rivalisent d'effets de son et de lumière. Georges a déboursé 60 000 € pour ses 150 projecteurs, comme dans une salle de concert. Il doit y avoir dans le menu une option pour les bicolores. Oui, il est bon. Le créneau de Georges, faire un super spectacle de jeux de lumière, différent chaque week-end. Alors il faut innover. Le chef d'orchestre, c'est lui, Jocelyn, un concepteur lumière français qui intervient une fois par mois ici. Donc au niveau mouvement, avec l'effet de mouvement, avec... Et Jocelyn a ses petites astuces qui font la différence. Il m'a expliqué plein de choses. Ça fait des années qu'on éclaire des danseurs en discothèque par devant, et en fait c'est par l'arrière qu'il faut les éclairer. Pourquoi? Parce que ça détourne, pas uniquement, non bien sûr, mais ça détourne, ça donne l'effet de 3D. C'est beaucoup plus beau. Autre atout de ces boîtes belges, on y trouve des boissons interdites en France. Et Georges vient juste de s'en faire livrer. Tu as 3 packs d'orange, 1, 2 et 3. Ces bouteilles orange ouvertes ne sont pas des jus de fruits, mais des mélanges alcoolisés. Ultra sucrés, les jeunes en raffolent, mais à cause de l'alcool, ils sont interdits chez nous. Résultat, dès que les Français débarquent dans ces boîtes, ils se jettent dessus. Voilà, c'est fait. Mais l'ingrédient majeur du cocktail de ces discothèques, c'est la musique. Là encore, les Belges ont une longueur d'avance. Cédric Piret, 33 ans, est vendeur dans une boutique de disques à Bruxelles. Chez Sir Jones, et de Damage. Vendeur la semaine et disque jockey dans la boîte de Georges le samedi soir. Il arrivera cet après-midi normalement. Enfin, on n'a toujours pas reçu la boîte. Ah ben là voilà. Elle est juste là. Grâce à son boulot, il a accès à toutes les nouveautés. Et au fil des ans, il s'est constitué une sacrée collection de disques. Pour l'instant, il stocke tous ses vinyles chez ses parents, qui sont du genre très tolérants. Donc il y en a ici, jusque là-bas au bout. Il a envahi le garage. Ici dans la salle à manger. Et le reste de la maison. Un peu de bordel. Dans l'étagère ici. Ici. Et dans la pièce ici. Ici, c'est la pièce où je travaille. Donc au total, vous avez combien de vinyles? Plus ou moins 30 000. Quand il mixe chez Georges, il est payé à la prestation, entre 300 et 500 € la soirée. Mais en Belgique, les prix peuvent monter bien plus haut. Contrairement à ce qui se passe en France, les boîtes belges n'hésitent pas à recruter des DJ stars. Au palmarès mondial des disques jockeys, disponibles sur Internet, voici les perles exceptionnelles. Il y a 96 000 DJ répertoriés dans ce classement. Ici, t'as les 10 premiers. Tiesto, Paul Van Dyk. Et donc ça, c'est des DJ qui valent combien pour une soirée? Je sais pas, pour un set de 2 heures? À peu près 1,5 million. Une moyenne comme ça. 1 million de francs belges. Comprenez 12 700 € pour 2 heures de mix. Parmi les 100 000 premières stars mondiales, les Néerlandais et les Belges arrivent en tête de liste après les Américains. Dans les discothèques, on se les arrache. 21h30 au Pulse Factory. Cédric et ses disques arrivent, mais une partie de la nuit, il y aura un autre DJ, Gabriel Ananda, tout droit venu d'Allemagne. La veille, il mixait à Berlin, l'avant-veille à Munich. C'est la star de la soirée. Georges a déboursé 1 250 € pour le faire venir. 23h, les clubbers du nord de la France commencent à arriver. La musique belge, pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Dès que je suis rentrée dans une boîte belge pour la première fois, pour moi c'était un monde à part. Je me suis dit, les Belges, ils sont 10 ans d'avance sur nous, quoi. Il y a beaucoup plus de boîtes en Belgique qui abordent
qui diffusent de la techno, de la musique électronique en général, qu'en France. Quoi. Dans le bureau, dernière formalité. La femme de Georges, Carole, a dû trouver du personnel au débeauté. Tout le monde est sur le pont. Au total, 20 salariés. J'ai quelqu'un qui m'a annoncé ce soir qui est absent. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Le personnel doit être à son poste. Donc, obligatoirement, ce jeune homme remplace. Donc, je fais un contrat de remplacement, un avenant quelque part. Le rôle de Gabriel Ananda sera de faire passer au public une soirée inoubliable en faisant monter l'ambiance. There's a good feeling. The people are crying a little bit, but they are not so much dancing. So I think you can get them and get them really to freak out. Quand le DJ Star s'installe derrière les platines, il est plus de 3h du matin. En Belgique, les soirées commencent plus tard que chez nous, car les nuits sont plus longues aussi. Une fois aux manettes, Gabriel Ananda met le feu. Sur la piste, le public semble conquis. Au bar, c'est 3 € le soda, 6 € le cocktail, entre 30 et 50% moins cher qu'en France. Pourtant, les prix d'achat pour les patrons de boîtes comme la TVA sont les mêmes que chez nous. Ici, on se rattrape sur le volume, car un client boira au minimum 3 verres. Et pour tenir jusqu'au bout de la nuit, les danseurs des boîtes belges peuvent compter sur les boissons énergisantes. Le leader du marché, la marque Red Bull, est interdite en France. On voit majoritairement les gens ici. La vodka et les boissons énergétiques. Ça marche bien les boissons énergétiques, ça marche très bien. Mais pour les Français, c'est-à-dire c'est interdit pas donc Un concentré de sucre et de caféine consommé avec de la vodka. Ou comment boire de l'alcool sans avoir le sentiment d'être sous. Il est 8h passées, la soirée touche à sa fin. Et c'est là un des secrets des discothèques belges. Parce que la législation le permet, elle ferme entre 3 et 4 heures plus tard que la majorité des boîtes françaises. Les clubbeurs reprennent la route souvent fatigués et alcoolisés. Bonsoir à tous, c'est un véritable drame qui s'est déroulé ce matin à Tournai. Une voiture à bord de laquelle se trouvaient 5 Français tombée dans une carrière. 4 personnes sont mortes noyées. Il semble bien que le conducteur ait raté un virage. Il venait de quitter une boîte de nuit. Sur les routes de cette région, une 50aine de personnes se tuent chaque année. Rapporté au nombre d'habitants, c'est 61% de plus que dans le reste de la Belgique. Il y a bien sûr la fatigue, l'alcool, mais aussi la drogue qui fait des ravages. Les habitants de ce petit village sont en colère. À 50 mètres de chez eux, s'est installée une de ces boîtes qui peut accueillir jusqu'à 4000 clubbeurs à la fois. Allez, on rentre les garçons. Régulièrement dans leur jardin, ils retrouvent de petits sachets de substances illicites. Je vous en prie. Mais écoutez légèrement. Des doses de cocaïne. Moi, je ne m'y connais pas, mais bon, ce sont des petites doses. Je sais bien que je ne peux pas garder ça, mais on en a porté suffisamment aux forces de police. Des pilules d'ecstasy. C'est l'ecstasy. C'est malheureusement très fréquent. Certains clubbeurs s'aménagent des cachettes dans les bosquets des alentours. Pour ne pas être pris en possession de substances illicites, eh bien on les dépose dans différents endroits. Donc chez vous ? Ah oui, sur nos propriétés, évidemment, dans nos parterres, dans nos... Et ça, c'est récent, par exemple ? Ça, c'est récent, c'est de ma dernière taille de une. Donc, du mois de septembre, septembre, oui. Non, 2005. Hein. Septembre 2005. Septembre 2005. C'est la récolte 2005. Bah, Ils en parlent avec le sourire, mais il y a de quoi être inquiet. Sur certains parkings de discothèques, des clients consomment sans complexe de la drogue. Au vu et au su des gardiens des établissements pas très regardants. Et certains Français ne s'en cachent pas, la drogue fait partie de la fête. On vient ici pour continuer, et si on a un coup de fatigue, ouais, on va prendre de la cocaïne, c'est tout. Elles nous disent que les prix sont là aussi très attractifs. 4 € la pilule d'ecstasy, 50 € le gramme de cocaïne, c'est entre 30 et 40% moins cher qu'en France. Vérification en caméra cachée,
en moins d'un quart d'heure, à 6h du matin, en plein jour. Pour 10 €, nous achetons une dose de speed, des amphétamines, la coupe du pauvre. 10 €? Ouais. Voilà, regardez. La patate, la tête de ma mère, il n'est pas coupé. Je coupe pas mon produit, frère. C'est pertinent. Tu sors du frigo, C'est parce que dans le cap, il y en a regarde comment il est. Regarde, sens-le. La consommation et la vente de drogue ne sont pas plus autorisées en Belgique qu'en France. Mais sur le terrain, les pratiques sont différentes. Moins de contrôles policiers, moins de répression. Résultat, des jeunes qui reprennent le volant sous l'emprise de la drogue. Difficile pour les patrons de boîtes françaises de contrer les discothèques belges. À Lille, elles ont obtenu de pouvoir fermer à 8h du matin pour être à jeu égal avec la Belgique. Mais les clubbeurs continuent de passer la frontière. Alors il va sans dire que la consommation de drogue n'est pas seulement illégale en France, elle est aussi très dangereuse pour la santé, puisque chaque année, il y a 1700 personnes qui meurent sur les routes à cause de la consommation de drogue ou d'alcool. 1700 personnes, c'est-à-dire un tiers des accidents mortels. Juste avant de nous quitter, je tenais à faire une petite correction par rapport à un reportage consacré au viaduc de Millau que nous avons diffusé il y a un mois. Millau compte 23 000 habitants et non pas 6 000. Toutes nos excuses donc pour les 17 000 personnes que nous avons oubliées. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Thibaut de Barberac, Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission dès demain matin sur le site m6.fr. Tout de suite, secret d'actualité consacré au meurtre mystérieux de Barbara Cole sur la Côte d'Azur. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour les inédits de l'été de Capital, des grands portraits, de grandes enquêtes sur des personnalités marquantes de notre époque, comme par exemple Richard Branson, Mick Jagger ou encore Puff Daddy. Bonsoir et bonne semaine. Agissez à l'émission dans le Forum Vital sur m6.fr.